Mesdames, Messieurs les journalistes, bonjour. Bonjour à ceux qui nous suivent sur Guira FM 93.3. Ce matin, à cette conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA, nous avons la représentante spéciale adjointe du secrétaire général, coordonnateur résident, coordonnateur humanitaire, Madame Najat Rochdi, pour vous faire le point sur la situation notamment à Batangafo. Comme d'habitude, nous commençons ce briefing par quelques images qui ont marqué la semaine avec, comme vous le savez, depuis le 5 octobre, depuis lundi dernier, le début de l'opération de recrutement des futurs 1023 FACA dans certaines préfectures, mais également à Bangui. La MINUSCA soutient cette initiative, nous reviendrons là-dessus. Également extrêmement important, cette rencontre du comité consultatif de suivi au cours de laquelle le grand DDRR a été annoncé. Les statistiques hebdomadaires des droits de l'homme, vous l'aurez vu, une baisse des incidents et abus des droits de l'homme ainsi que la baisse du nombre de victimes. Nous reviendrons sur les causes de cette situation. Les zones les plus touchées, 4 préfectures, Nanagribizi, Haute-Koto, Mbomu et Haut-Mbomu. Les activités civilo-militaires avec ce don par la force spéciale bangladaise à des élèves de l'école FAVEC de Damala, ainsi que l'image de la semaine, cet appui, ce tracteur de la force de la MINUSCA qui essaie de dégager un camion de la rivière Nana. L'accident s'est produit suite à l'effondrement d'un pont près de Shingo, dans la région de Kagabandoro. Alors que la situation en République centrafricaine ne cessait de se consolider au cours des derniers mois, les villes de Bambari et de Batangafo ont été brutalement secouées la semaine dernière par de graves incidents armés. À Batangafo, dans l'Ouam, les violences sont le résultat de combats entre ex-Seleka et des anti-Balaka, tandis qu'à Bambari, l'UPC s'en prend délibérément au casque bleu de la MINUSCA, comme c'est souvent le cas. Les principales victimes de ces violences, ce sont les populations civiles, notamment à Batangafo. À Bambari, toute une communauté est prise en otage par les ex-Seleka, et en particulier l'UPC. Conformément à son mandat, la MINUSCA prend et a pris toutes les dispositions. Par rapport à Batangafo, des casques bleus ont été envoyés en renfort. À Bambari, les patrouilles se poursuivent. Par ailleurs, concernant Bambari, nous tenons à réaffirmer que la MINUSCA n'a visé aucun civil, aucune communauté de façon délibérée. Elle a répondu à des tirs par des hommes de l'UPC. Par rapport à cette réponse opérationnelle, à cette réponse militaire, la MINUSCA, à travers les différents bureaux concernés, a engagé les acteurs locaux, les autorités, pour que la violence cesse immédiatement. Concernant Batangafo, la représentante spéciale adjointe qui était dimanche dans cette localité vous parlera de la situation. Sur un autre volet, juste pour indiquer que, contrairement aux informations, aucun État membre n'a fait de pression pour le retrait de la mission. La MINUSCA tient à réaffirmer le plein soutien dont elle bénéficie des membres du Conseil. Pour rappel, le Conseil devra dans les prochains jours adopter une nouvelle résolution sur le mandat de la MINUSCA. Concernant la RSS, la réforme du secteur de sécurité, notamment le recrutement, la MINUSCA appuie sur différents plans, notamment logistique, avec le transport par voie aérienne de 5 des 7 équipes de recrutement qui sont déjà sur place. Donc, 9 autres équipes, constituées notamment de FACA, ont été déployées par voie terrestre à Bangui. 8 équipes travaillent sur cette opération. Pour rappel, tous les Centrafricains âgés de 18 à 25 ans au plus le jour du recrutement peuvent présenter leur candidature. Sur les droits de l'homme, comme je l'ai dit, 17 incidents d'abus et violation des droits de l'homme et du droit international humanitaire entre le 31 octobre et le 6 novembre, une baisse des incidents et abus, une baisse du nombre de victimes. Ça ne signifie pas
que les groupes armés qui sont les principaux responsables ont cessé les violations. Cela est dû à des difficultés d'aller sur le terrain pour collecter les données, notamment dans le cas de Bambari et de Batangafo. Ça se fera. Les auteurs présumés sont surtout les groupes armés, les anti-Balaka, le FPRC, l'UPC, l'MPC et des Fulani armés. Au plan du DDR, le coordonnateur de l'unité d'exécution du plan national de DDRR a annoncé le 2 novembre dernier le lancement officiel du grand DDRR. Ce sera le 14 novembre prochain, lors d'une cérémonie présidée par le chef de l'État. Une caravane de sensibilisation a d'ailleurs quitté Bangui ce week-end pour aller à Pawa. Elle passera par Boali, Bossembele et Bossangoa. À Bria, c'est le projet de réduction de violence communautaire 2018-2019 qui vient d'être lancé. Et finalement, pour terminer, quelques informations concernant le soutien de la MINUSCA à la restauration de l'autorité de l'État. Une mission de la MINUSCA était donc à Mobaye, où elle a notamment soutenu le préfet et le maire dans l'organisation d'un atelier destiné à 51 fonctionnaires, dont 6 femmes. L'atelier a porté sur les règles d'éthique, la collaboration entre autorités décentralisées et les organisations non gouvernementales, ainsi que le principe de neutralité de l'administration publique. Sur ce, j'invite la représentante spéciale adjointe, coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire pour son briefing. Madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Bonjour. Vous avez toutes et tous suivi les événements tragiques, et j'utilise bien tragiques, qui se sont passés le 31 octobre et le 1er novembre à Batangafo, et où les sites des déplacés internes ont été brûlés à plus de 90%. Pire que cela, cet incendie a touché des maisons environnantes, avoisinantes, et ceci a provoqué tout simplement un nouveau déplacement de 30 000 personnes. J'ai vers différents sites, donc c'était vers l'hôpital qui est géré par MSF, vers l'orphelinat de Bercail, mais aussi dans les zones périphériques à Batangafo, à 3-4 km à l'ouest dans la brousse. J'ai pu aller le dimanche moi-même avec un certain nombre d'humanitaires, dont l'UNICEF, le PAM, l'OMS et le HCR, et avec les ONG qui sont sur place pour me rendre compte de la situation. Et le niveau de désolation que j'ai vu est vraiment quelque chose qui est absolument inacceptable. Cela fait 2 ans que nous avions eu les premiers déplacements et que vraiment il y a eu une stabilisation de cette ville et de ses environs, et où on avait vraiment commencé à apporter une assistance beaucoup plus importante au niveau des déplacés, et même à commencer à réfléchir à leur retour dans les quartiers d'origine. Incendier ces abris, incendier ces sites, c'est enlever aussi la possibilité aux déplacés de retourner en fait au site pour pouvoir continuer à mener quelque part une vie plus ou moins normale. Aujourd'hui, même ça n'est pas possible. Bien sûr, les conséquences sont évidentes. La première conséquence, étant donné que tous les centres d'urgence étapes pour l'éducation ont été brûlés, aujourd'hui, nous avons tous les enfants qui sont en dehors de l'école. Et vous savez, ça a été vraiment ça brise le cœur d'aller les voir et de voir ce niveau de désespoir et ce niveau vraiment aussi de colère, hein, et je les comprends, parce qu'ils ont tout perdu, vraiment tout. J'ai visité, j'ai vu, il y avait encore la fumée qui sortait des abris, parce que comme c'est très sec, évidemment, le feu à chaque fois se régénère. Ils ont absolument tout perdu. Alors pourquoi faire ça? Vraiment, pourquoi faire ça? Et c'est vraiment terrible, hein. Quand on est arrivé, on avait parlé bien sûr aux personnes. Certaines parmi elles n'avaient pas pu manger depuis 24 heures. Et vous savez, il y a plusieurs enfants qui souffrent de la malnutrition.
On a fait des tests de paludisme et on s'est rendu compte d'une manière horrifiée que la plupart des tests étaient revenus positifs. Positifs. Quand il y a des risques et des problèmes de paludisme comme ça, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on distribue les moustiquaires. Mais où est-ce que vous voulez qu'on mette les moustiquaires? Ils ont tout brûlé. Et là où ils sont, que ce soit au niveau de l'hôpital ou au niveau du site Bercail ou dans des sites d'ONG, il n'y a pas où accrocher des moustiquaires. Ce qui veut dire que le mieux qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est d'amener des soins qu'on est déjà en train de mettre en place. Et lors du déplacement dimanche, il y a eu aussi des médicaments qui ont été donnés à l'ONG Mentor pour pouvoir justement démarrer très très rapidement les soins. Nous avons aussi démarré très rapidement la distribution des vivres et aussi l'accès à l'eau et tout ce qui est hygiène. Malheureusement, même si c'est de l'assistance humanitaire, et même si tout le monde connaît les principes humanitaires, et même si tout le monde sait que les humanitaires ne sont à aucun moment et ne seront jamais et à aucun moment une partie d'un quelconque conflit, même ces aides humanitaires ont subi des pressions et ont subi des attaques. Mais vous savez, les ONG n'ont pas évacué, les humanitaires n'ont pas évacué, malgré des conditions très difficiles. Et c'est vraiment l'occasion pour moi ici, encore une fois, d'exprimer toute ma gratitude aux humanitaires qui aujourd'hui sont à Batangafou et qui font un travail extraordinaire pour essayer quand même d'apporter l'assistance humanitaire à plus de 30 000 personnes. Aujourd'hui, à cause de ces problèmes, beaucoup d'habitants du quartier Lakwanga, par exemple, ne peuvent même pas accéder à l'hôpital. Et imaginez qu'une femme enceinte ait besoin d'aller accoucher et qu'elle ne puisse pas accéder à l'hôpital. Vous savez ce qui va se passer? Eh bien, c'est que malheureusement, il y a des risques qu'elle décède et que le bébé aussi décède. Donc, nous ne sommes pas uniquement dans le bilan déjà dramatique qu'on a entendu. Nous sommes aussi dans la continuité de priver des civils du minimum auquel elles et ils ont droit. Et ça, encore une fois, c'est inacceptable. C'est inacceptable, c'est inacceptable. Nous avons mis en place à cause de ça des cliniques mobiles parce que c'est hors de question de faire le jeu de ceux qui aujourd'hui empêchent toute cette aide et cette assistance de parvenir et qui aujourd'hui aussi empêchent de revenir à une situation de paix. On avait tous célébré il y a quelques semaines quand on a appris qu'il y avait un accord de paix local qui avait été signé. Il est devenu quoi cet accord? Ces mêmes groupes qui se sont engagés, ces mêmes groupes ont attaqué des civils. Ces mêmes groupes ont brûlé et incendié les sites des déplacés. Ces mêmes groupes ont pillé des maisons. Ces mêmes groupes empêchent des enfants d'aller à l'école et quelque part sont en train de les prendre en otage, mais aussi de prendre en otage une partie de l'avenir du pays. Parce que les enfants, aujourd'hui, sont l'avenir de la République centrafricaine. Et quand on les empêche d'aller à l'école, qu'est-ce que vous croyez que sera l'avenir qui est en train d'être préparé? Qu'est-ce que vous croyez? Dites-moi, si vous avez des idées, je les prendrai avec grand plaisir. Vraiment avec grand plaisir. Et la raison pour laquelle je vous dis tout ça, parce que vous avez une responsabilité pour aussi envoyer ces messages. Vous avez aussi une responsabilité pour interpeller aussi ceux qui sont derrière ça. Parce que ça, c'est inacceptable. Il faut leur demander des comptes. Il faut absolument leur demander des comptes. Et vous pouvez le faire à travers votre couverture médiatique. Vous pouvez le faire à travers vos articles. On ne peut pas d'un côté dire qu'on s'engage dans le processus de paix, on s'engage dans le dialogue, et de l'autre côté, attaquer des civils. Est-ce que ça c'est la paix? Est-ce que ça c'est le dialogue? Répondez-moi. Est-ce que ça c'est la paix et est-ce que ça c'est le dialogue? Posez-leur la question. Posez-leur la question. Parce qu'il faut que tout le monde assume sa responsabilité. Et on se retrouve aujourd'hui. Et dimanche, vous savez, c'était vraiment terrible. C'était une situation terrible. De voir ça et de voir que tous les investissements qui ont été faits, tous les efforts qui ont été faits, toute l'énergie qui a été mise en place pour essayer
de rendre l'espoir, de préparer le terrain pour une vie meilleure, de permettre à ces enfants de connaître autre chose que la violence, de connaître autre chose que le désespoir, de connaître autre chose que la faim, et dans certains cas de connaître autre chose que la mort, de se retrouver dans cette situation. Jusqu'à quand nous allons continuer à aller d'un cycle de violence à un autre cycle de violence? Jusqu'à quand ces groupes qui d'un côté parlent de paix et de l'autre côté font la guerre? Jusqu'à quand nous allons accepter ça? Jusqu'à quand vous allez accepter ça? Et la situation, malheureusement, n'est toujours pas complètement calme. Et effectivement, la MINUSCA a envoyé des renforts, et ces renforts sont absolument indispensables pour protéger les civils, parce que l'objectif, c'est vraiment ça, puisque aujourd'hui, les personnes déplacées, 30 000, imaginez que vous allez dans un hôpital, le périmètre de l'hôpital, il y a 12 000 personnes. Imaginez. Vous ne pouvez pas imaginer. Moi, je ne pouvais pas imaginer ça. Mais je l'ai vu. Je l'ai vraiment vu. C'est des personnes qui ont tout perdu, qui tournent partout, qui sont avec plein de questionnements dans leurs yeux, un regard hagard, un regard de désespoir, une souffrance absolument terrible, et qui viennent et qui vous posent la question, pourquoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Mais on n'a rien fait. J'ai rencontré des jeunes enfants, tout ce qu'ils voulaient c'était jouer avec moi. Vous imaginez, ils voulaient juste jouer avec moi. Ah, vous imaginez bien que je n'étais pas dans l'esprit de jouer. Mais quand même, il fallait quand même prendre 10 minutes et s'arrêter et parler à ces enfants. Et leur donner l'impression que oui, on est en train de jouer. Et ça, c'est inacceptable. Nous avons aujourd'hui dans les sites 5100 abris ont été détruits. 5100 abris. Et ce ne sont pas des abris individuels, hein. Ce sont des abris communautaires, c'est des abris pour toutes les familles. 5100 abris. Je vous passe les détails de combien coûte chaque abri, etc. Hein. Je vous passe ça. Ça veut dire que tout ça a été flambé. Tout ça a été flambé. Tout ça est parti. Et vraiment, vous savez tous à quel point ça nous demande de l'énergie pour aller mobiliser des fonds auprès des donateurs. Et on va continuer à le faire. On ne va pas abandonner. Mais pensez-y, 5100 abris. Nous avons bien sûr un réel problème au niveau des stocks. Et un convoi, bien sûr, sera organisé très bientôt, un convoi de vivres, mais aussi des biens non consommables, pour leur donner un minimum de conditions, même si franchement, quand vous savez qu'il y a 12 000 à l'hôpital et 3 000 dans un périmètre qui était prévu juste pour 50 personnes, vous imaginez, hein, parler de conditions de vie plus ou moins acceptables est un défi dans le défi, dans le défi, dans le défi. Mais voilà la situation de Batangafo. On se serait vu il y a 3 mois, ça aurait été autre chose. Ça aurait été peut-être pour la première fois, pour moi, en tant qu'ordonnateur humanitaire, de parler du progrès, de parler des choses qui vont mieux, de parler du retour. Mais non, aujourd'hui, nous revoilà en train de parler de la tragédie, de la souffrance, de ces populations qui régulièrement ont leur dignité qui est touchée. Voilà où est-ce qu'on en est au niveau de Batangafo. Bambari, comme vous savez, il y a déjà 31 000 déplacés, et vivre dans ces tensions est évidemment quelque chose qui est très traumatisante, et ça c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, mais ces traumatismes que ces enfants et que ces jeunes subissent, c'est aussi quelque chose qui dans tous les cas se retrouvera quand ils deviendront des adultes. Alors s'il vous plaît, bien sûr je vais prendre toutes vos questions, il n'y a aucun problème comme d'habitude, mais s'il vous plaît, je vous demande vraiment de vous faire le relais de ces messages. Je vous demande vraiment de vous faire les relais de ce message. Si vous pensez que chacune de ces femmes, chacun de ces hommes, chacun de ces petits garçons et ces petites filles n'avaient pas à être là où ils sont, et que plus jamais, aucune femme, aucun homme, aucune petite fille, aucun petit garçon ne soit de nouveau dans cette situation, s'il vous plaît, relayez le message que la paix, ce n'est pas brûler des sites de déplacés, ce n'est pas ajouter à la vulnérabilité de ceux qui sont déjà vulnérables,
Ce n'est pas ajouter de la souffrance et du désespoir à ceux qui en ont déjà suffisamment subi. Ce n'est pas détruire la paix. La paix, c'est construire. Alors je vous en supplie, aidez-nous à les aider. Merci. Merci Madame la représentante spéciale adjointe. Nous sommes à présent prêts à répondre vos questions, notamment la représentante spéciale concernant ces deux cas dramatiques évoqués tantôt. Le réseau francophone des journalistes et Radio Ndekeluka. On commence. Bonjour à tout le monde, je suis Pascal Isobouténé, président du réseau des journalistes francophones. J'ai trois petites préoccupations. La première, je commence par le cri de cœur de Madame la coordinatrice humanitaire par rapport à la situation de Batangafo. Ma question, c'est de savoir, vous avez été sur le terrain, vous avez vu ce qui s'est passé. Est-ce qu'aujourd'hui, la solution, c'est la force? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, situation de Bombari. Nous sommes à quelques jours de la célébration de la journée mondiale de l'alimentation. Est-ce que cette ville est toujours sécurisée ou pas? La troisième préoccupation, ce matin, j'ai lu dans le journal Citoyen, c'est même à la une, la MINUSCA doit rester, mais certains contingents doivent partir. Est-ce que ce message-là, comment vous pouvez expliquer qu'à l'intérieur de la MINUSCA, il y a encore des brebis galeuses? Je vous remercie. Deuxième question, vous voulez la donner à la force. Et je vais répondre. Ok. Je suis Jean-Fernand Koina de Radio Ndekeluka. Madame la coordonnatrice humanitaire, nous avons compris l'état d'âme avec lequel vous avez parlé, mais en même temps, on se pose la question que la MINUSCA, c'est une mission multidimensionnelle qui est ici et qui a ce rôle de prévenir. Quel est aujourd'hui l'état d'alerte de la MINUSCA en matière de prévention pour ne pas anticiper sur ce qui devait arriver à Batangafo, dont on décrit tous les jours? La police et l'armée. Et comment pouvez-vous expliquer la réaction qu'on peut qualifier de disproportionnelle par rapport à ce qui a été fait à Bombari? À Bombari, il y a des harcèlements militaires de ce genre. Mais la réponse de la MINUSCA à Bombari est telle qu'il faut saluer. Contrairement à Batangafo, où des vies civiles ont été touchées. Comment vous pouvez expliquer ça? Et maintenant, sur le plan humanitaire, après votre descente sur le terrain, vous évaluez aujourd'hui à combien le besoin est en termes de fonds pour apporter de l'aide à ces 1100 habitations détruites et des personnes, 30 000 personnes qui sont déplacées. Aujourd'hui, vous estimez à combien de besoin pour intervenir sur le terrain? Voilà en gros quelques petites questions. Vous pourrez aussi répondre. Tu réponds? Ok, merci beaucoup. Je vais commencer par la dernière question. Nous estimons le besoin en plusieurs millions de dollars, hein, parce que vous savez, essayer de mettre en place toutes ces dettes, c'est pas quelque chose qui se met comme ça. Depuis lundi, nous avons une équipe sur place qui est multisectorielle, qui est en train d'affiner, l'évaluation. Hein. En tant que coordonnateur humanitaire, j'ai déjà mis de côté une réserve. Donc nous n'allons pas être en rupture d'aide. Ça, c'est quelque nous avons, on a mis en place un fonds d'urgence pour les crises humanitaires, ce qui nous permet d'ailleurs de répondre immédiatement quand il y a des crises comme ça. Donc nous n'allons pas avoir un problème pour répondre aux besoins immédiats. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on n'arrive pas à rétablir la confiance, ça veut dire qu'on ne pourra pas réellement
soit ramener les déplacés vers leur quartier d'origine, soit éventuellement avoir un autre site. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail à faire avec les communautés pour aussi les aider à dépasser leur traumatisme. Et dans ce sens, nous avons déjà mis de l'aide d'urgence qui est déjà là, hein, donc ce n'était pas un problème. Nous avons déjà commencé la distribution des livres, nous avons déjà commencé l'accompagnement psychologique et l'appui psychologique parce que c'est quand même un traumatisme très important. Nous avons déjà commencé l'appui au niveau de la santé, par rapport aux enfants, par rapport à la malnutrition, mais par rapport aussi aux accouchements normaux. Et nous avons déjà commencé à creuser plusieurs points d'accès d'eau et des latrines, et à construire des latrines. Et ça, c'est quelque chose qui a déjà démarré. Donc, nos fonds de réserve ont déjà été totalement libérés pour commencer ce travail, d'où l'importance aussi d'aller sur le terrain parce que ça permet aussi de déclencher assez rapidement un certain nombre de mécanismes. La MINUSCA est multidimensionnelle, la preuve, le coordonnateur humanitaire est en train de vous adresser et c'est pour une bonne raison, c'est parce que bien évidemment dans un pays tel que la RCA où il y a des problèmes de sécurité ici et là, il est évident que c'est très important d'avoir cette relation très étroite avec la force dans le cadre de la coordination civilo-militaire, comme vous le savez, et qui se trouve être ici un mécanisme qui fonctionne très bien. Prévenir, oui, ça peut vous étonner, mais je vais vous dire que je partage aussi cette frustration. Non pas parce que la MINUSCA n'a pas la capacité, ne veut pas le faire, n'a pas la volonté de le faire, mais vous connaissez l'étendue du territoire de la République centrafricaine, vous connaissez aussi la dispersion de la population au niveau de la République centrafricaine. Donc en termes de déploiement, il est évident qu'il ne peut pas y avoir un déploiement partout, comme ça devrait, hein, parce que tout simplement il y a un nombre limité d'hommes. C'est pas la MINUSCA qui ne veut pas avoir plus de troupes ou plus de police. Ça c'est la décision du Conseil de sécurité et nous devons absolument gérer avec. Et il se trouve qu'à Batangafo, étant donné que c'était très calme et étant donné qu'il y avait un accord de paix qui avait été signé, il est évident que le déploiement était fait au minimum à Batangafo. Et donc, au moment des incidents, la capacité de la MINUSCA n'était absolument pas suffisante pour répondre ou contrecarrer, malheureusement, ce qui s'est passé. Plus que cela, le début de cet événement est sorti de nulle part. Il faut aussi dire les choses. Hein. Il faut aussi dire les choses. Comment les événements ont commencé à Batangafo? Vous le savez. Et c'est vraiment sorti de nulle part. Personne n'a compris pourquoi. Parce que même les personnes qui ont été tuées, malheureusement, et paix à leur âme, même les personnes qui ont été tuées, elles n'ont même pas été volées. D'habitude, on tue, on vole. Là, non, il n'y a pas eu de vol. On les a juste tuées. Donc, comment ça s'est passé? Pourquoi ça? Pourquoi ça s'est passé? Pourquoi il y a eu ça? Et donc, il n'y avait aucun indicateur avant qui pouvait donner des signes ou des alertes pour dire attention, la situation est en train de se détériorer. Dans beaucoup d'autres endroits, il y a quand même des signaux, il y a quand même des petites alertes ici et là. Batangafo, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Et c'est un fait, et je vous le dis, c'est un fait, oui, la capacité sur place n'était certainement pas suffisante, raison pour laquelle la force a envoyé des renforts. Donc oui, ce n'était pas possible de prévenir. Et ça, c'est une frustration que nous partageons tous, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réaction et qu'il n'y a pas d'action pour éviter d'autres drames et pour contenir effectivement et protéger les civils. Ensuite, la question de est-ce que la force est la solution? Jamais la force n'est la solution. Jamais la sécurité toute seule n'est la solution. Mais je vous dirais même plus que cela. Jamais l'assistance humanitaire toute seule est la solution. La solution, c'est d'avoir plusieurs composantes qui viennent ensemble, qui adressent le problème. Et je vais vous dire, la solution aussi, c'est que toutes les parties concernées dans le conflit, effectivement, aient un engagement réel. Parce que
Si on met en place des éléments de sécurité et on met en place l'assistance humanitaire et que de l'autre côté, des partis au conflit viennent détruire tout ce qu'on a fait, parce que c'est le cas de Batangafo. Batangafo, tous les efforts, on est revenu au point zéro. On est vraiment revenu au point zéro. J'étais à Batangafo l'année dernière, j'ai été 2 autres fois et je suis allée cette fois-ci. Mais vraiment, c'était un autre setup. Donc oui, vous avez parfaitement raison. Et aucun ne pense que la force et la sécurité toutes seules sont la solution. Bien sûr, nous espérons et nous accompagnons dans tous les cas le gouvernement dans tous ses efforts au niveau de la réforme du secteur de sécurité, au niveau du déploiement des FACA, au niveau du déploiement des FSI, mais nous savons tous aussi que ça va prendre du temps. Donc en attendant qu'on puisse effectivement avoir ce déploiement dans tout le territoire, entre-temps, oui, il y aura malheureusement, et si toutes les parties ne sont pas sincèrement engagées, et cet engagement, c'est pas seulement signer un papier, parce que les actes de bonne foi, c'est quoi? Vous vous êtes engagé avec vos épouses, n'est-ce pas? Et vous vous êtes engagé avec vos maris. Cet engagement, c'est pas seulement au moment où vous avez signé, cet engagement, vous le traduisez tous les jours par des actions. Tous les jours. Et le jour, en fait, où vous ne respectez plus cet engagement, eh bien, il y a un divorce. Pourquoi est-ce que ça devrait être autrement ailleurs? Et à chaque fois qu'on attaque des civils, eh bien, c'est une déclaration de divorce. C'est tout simplement une déclaration de divorce. Donc, ça, c'est la réalité des choses. Bambari, l'AJIMA, quand elle s'organisera, il n'y a aucun doute que la MINUSCA mettra en place tous les moyens de sécurité et la MINUSCA est déjà en train, dans tous les cas, de sécuriser. Donc, il n'y a aucune inquiétude à avoir à ce niveau-là. Ça, je peux vous l'assurer. La responsabilité de la MINUSCA de s'assurer que la JIMA se passe bien et que la sécurité revient à Bambari, elle est totalement assumée. Elle est totalement assumée et tous les moyens sont mis en place pour que les choses soient effectivement à la hauteur des besoins. Alors cette histoire récurrente, je veux dire, c'est quand même incroyable que vous reveniez toujours à cette histoire de contingent qui doit partir, contingent qui doit venir. Et je suis sûre que mes collègues ont déjà eu l'occasion de vous expliquer plusieurs fois comment ça marche. D'accord? Nous avons tous, indépendamment des contingents, et vous savez, ça fait 2 ans que je suis ici, et comme vous le savez, j'ai roulé ma bosse. Je peux même peut-être vous défier, parce que j'ai été dans des endroits où vous n'avez jamais été. Ok? Et malheureusement, et la réalité, et là aussi vous avez un rôle à jouer. Et là aussi vous avez un rôle à jouer. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'instrumentalisation de la religion. Énormément d'instrumentalisation de la religion. Déjà au niveau des communautés. Déjà au niveau des villages. Déjà au niveau des préfectures. Et ceci se reflète aussi dans cette instrumentalisation quand il s'agit des contingents. Et ça, c'est une réalité. Et ça, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai entendu, je l'ai vécu. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est venu me raconter. Je l'ai vécu. Et j'ai eu à discuter avec les communautés. Je l'ai fait d'ailleurs même à Batangafo, comme vous le savez. Parce que je sais que vous êtes très bien informés. J'ai eu à le faire. Et à expliquer et à rappeler 3 points très importants. 3 points très importants. Le premier point, c'est l'impartialité. L'impartialité des Nations Unies en général. Et ça, c'est un principe non négociable. Et le représentant spécial, le Force Commander, tout le monde, et le Police Commissioner, tout le monde a dit et redit, et je vous le dis aujourd'hui, s'il y a une preuve quelconque de partialité, s'il vous plaît, donnez-la nous. Parce que c'est quelque chose qu'on n'acceptera pas. Et des sanctions seront prises. C'est inacceptable. Mais on ne peut pas juste le faire parce que quelqu'un a dit, parce que quelqu'un d'autre lui a dit, et lui, l'autre lui a dit, et l'autre lui a dit. C'est pas comme ça que ça marche. Et vous savez très bien les dommages que les rumeurs font dans ce pays. Les rumeurs dans ce pays tuent. Je crois que c'est le seul pays que j'ai vu où les rumeurs tuent. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est une vérité malheureusement. C'est triste, mais c'est une vérité. C'est le seul pays au monde où les rumeurs tuent. Donc,
C'est le premier point qu'il faut quand même bien comprendre. Hein. Et donc, il faut relativiser les choses. La deuxième chose, on n'est pas dans un système où nous sommes en train de dire « Ah non, je veux celui-là, celui-là non, je veux celui-là, celui-là non, je veux celui-là, celui-là non. » C'est pas comme ça que ça marche. Il y a un mécanisme qui existe, qui va au-delà de la MINUSCA, qui va au-delà de nous tous, et ce sont des choses qui sont décidées au niveau du Conseil de sécurité. Au moment, et c'est aussi un certain nombre de pays qui effectivement ont cette générosité d'envoyer leurs contingents pour protéger la population de la République centrafricaine. Et sans tomber dans le drame, je voudrais quand même vous rappeler que plusieurs de ces soldats ont donné leur vie pour la paix en République centrafricaine. Donc, c'est pas que nous, on peut décider ceci ou cela. Hein. Il faut aussi que vous l'intégriez. Hein. Ça c'est quelque chose qui est très clair ici. Maintenant, il est évident que dans les décisions stratégiques de déploiement, il y a aussi un certain nombre de décisions qui sont prises par rapport à d'autres critères. Mais juste, vraiment, la prochaine fois que vous posez cette question, posez-la sur la base de la connaissance de ces éléments-là. Et encore une fois, je vous le dis, vraiment, je vous le dis, tout Nations Unies, tout casque bleu a un devoir d'impartialité. Tout le monde signe pour ça. Tout le monde signe pour ça. Donc, il y a zéro tolérance pour la partialité. Zéro tolérance. Toute partialité n'est pas acceptée. Donc, si vous avez des preuves palpables, mais s'il vous plaît, allez-y. Mais allez-y. Parce que nous n'avons aucun intérêt à avoir de la partialité dans notre intervention. Parce que sinon, on n'est pas en train de jouer notre rôle. Donc, j'espère que j'ai répondu à vos questions. C'est lui qui... Oui. Juste pour rebondir, ajouter quelques éléments à Radion Ndekeluka concernant les affrontements. La façon dont vous posez, c'est comme si c'était la MINUSCA responsable. Non, il y a, et de manière très claire, on l'a dit, les responsables de ces violences, ce sont des affrontements causés par des anti-Balaka et des ex-Seleka, MPC, FRPC. Il faut les dénoncer nommément. Ce sont ces individus-là, ce sont ces signataires d'un accord qui sont les responsables de ces destructions évoquées par la représentante spéciale adjointe. Tribune d'info et Gira FM. Merci Vladimir. Je m'appelle Séraphin Gokouzou, je suis directeur de publication de la Tribune d'info. Monsieur le porte-parole, la fois dernière, je parlais de Bambari. Et par la suite, j'ai eu comme impression que les éléments de réponse que vous avez fournis avaient contrasté justement avec ce qui se passait sur le terrain. La preuve en est qu'aujourd'hui, on déplore des cas à Bambari. Des attaques à Bambari. Heureusement que la MINUSCA a été... La base de la MINUSCA a été attaquée et puis avec... Ah non, ne me dites pas que heureusement la base de la MINUSCA a été attaquée. Ah non. Les positions... Oui, bon, de tout de même, les positions de la MINUSCA étaient attaquées. Malheureusement, vous voulez dire. Bon, pour vous faire plaisir peut-être. Alors, les FACA avec la MINUSCA, à travers une mission conjointe, ont pu repousser ces éléments nocifs. Justement, c'est une manière de m'amener à vous dire pourquoi vous n'avez pas tendance de donner les informations fiables à la presse pour que la presse fasse le relais comme vous le souhaitez. Même tout à l'heure, dans la présentation de porte-parole, de manière liminaire, les préfectures les plus touchées sont Nanagribidi, Haute-Koto, Mbomou et Ombo. Alors que Batangafo, qui est dans l'Ouam, où le cas est sur la table de discussion, est en train de faire la une. Absolument. Et n'a pas été cité. Donc, vous voyez un peu là où je voulais en venir. C'est que, entre ce qui se passe sur le terrain et ce que nous recevons comme information de la part de la MINUSCA, il y a un léger écart. Est-ce que cela peut être justifié? Je ne sais pas. Maintenant, pour Mme Najat Rachki, je voudrais juste savoir, bien sûr qu'elle veut qu'on amène des soins, des vivres, l'accès à l'eau et tout, on favorise l'accès à l'eau à ces populations meurtries, mais est-ce que
Madame Najat Rachidi, vous pouvez avoir le même courage, avec la même réaction, le même tempérament, hein, la façon dont vous décrivez ces faits. Est-ce que vous avez le même courage de faire cette démonstration au niveau des Nations Unies pour qu'on en arrive à une solution durable en termes de résolution de la crise? Et je suis un peu sidéré lorsque vous dites que l'option militaire n'est pas une solution. Ce n'est pas la seule solution. Ce n'est pas la solution. Mais, de mémoire de journaliste, tant qu'il y a eu des troubles au Cameroun, histoire de Boko Haram, quelle était la réaction du gouvernement et des pays de la sous-région? Lorsque Ben Laden a frappé les États-Unis, est-ce qu'on a négocié avec Ben Laden? Bataclan, en France. Vous posez votre question. Et... Bon, alors, vous demandez que ça soit toujours en termes de dialogue qu'on puisse résoudre la crise centrafricaine. Est-ce que vous pensez que quelque part la solution, heureusement que vous êtes entouré de porte-parole de la force et de la police, pensez-vous vraiment que à ce niveau de situation sécuritaire, est-ce que c'est toujours le dialogue avec cette histoire de comité consultatif de suivi du plan? Merci, merci. Qu'on peut résoudre. On a compris la question. Est-ce que l'usage de la force est la seule solution? Guira FM. Bon, vous avez une autre question? Posez-la. Vous avez une question DDR. Sur le plan du DDR et les travaux quel est l'état d'avancement des travaux du comité consultatif de suivi du plan national DDR? Merci. Je vous salue. Ma question est la suivante. Monsieur le porte-parole, pouvez-vous nous faire la situation sur la violence à Zimio suite à la déclaration du député de cette localité? Merci, c'est la seule question. Merci. Oui. Alors, pour vos deux questions, la réponse courte, ça serait oui, oui. Oui, je défends de la même manière le besoin de la recherche d'une solution durable, il n'y a absolument aucun doute, au niveau des Nations Unies et une sortie de crise. Et je pense que tout le monde vous confirmera ça. Et j'ai déjà eu à faire des déclarations ailleurs qu'à Bangui par rapport à ça. Et oui, je continue à dire que le recours à la force toute seule pour résoudre la crise en Centrafrique n'est pas suffisant. Oui, je continue à le dire. Et même dans vos comparaisons, ça ne marche pas. Parce que ici, nous parlons d'une crise qui touche quand même tout le pays. Hein. Nous ne sommes pas en train de parler de ce qui s'est passé à Bataclan et ailleurs. Et aujourd'hui, il faut aussi apprendre les leçons de l'histoire du pays. Il faut aussi apprendre les leçons de tout ce qui s'est passé il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 30 ans. Et les solutions de la force ont été essayées. Ce qui se passe aujourd'hui avec l'initiative africaine, avec le dialogue qui est en train de se passer, est quand même quelque part une première. Une première à plusieurs niveaux. Une première parce que l'Union africaine est vraiment, vraiment totalement engagée. Une première parce que les pays de la région sont aussi représentés. Et une première parce que tous les partenaires de la communauté internationale sont en train vraiment d'accompagner ce dialogue. Et évidemment, une première parce que le gouvernement est aussi dans cette négociation et surtout a cette volonté de le faire. Et vous savez, la solution vient aussi de vous, vient aussi des Centrafricaines et des Centrafricains. Hein. Si vous croyez que c'est juste ça qui va apporter la solution, dans ce cas-là, non. Dans ce cas-là, les mêmes erreurs vont en train d'être refaites. Il faut quand même savoir que la paix est un processus. C'est plusieurs éléments. Et je vais vous donner un exemple très clair par rapport à ça. Si tous les réfugiés centrafricains, et vous savez qu'il y a 570 000 réfugiés, et tous les déplacés, et nous avons 643 000 après tout ce qui s'est passé ces derniers temps, ce qui veut dire que plus de 1,3 million centrafricaines et centrafricains, aujourd'hui, sont privés du minimum de droits. Minimum de droits. Vous avez des enfants, monsieur? Monsieur, vous avez des enfants? Vos enfants vont à l'école?
Parce que Non, je pose la question. Répondez-moi à ma question. Est-ce que vos enfants vont à l'école? Ma question, elle est très claire. Donc, c'est oui ou c'est non? Oui. Alors, imaginez 1,3 million. Imaginez 1,3 million. Et si ma mémoire ne me trahit pas, il y a 40% d'enfants. 40% d'enfants. Ça veut dire que les 60% des personnes restantes sont des parents qui sont dans la situation où leurs enfants ne vont pas à l'école. Comment voulez-vous, si on ne trouve pas une solution à ça, à travers le dialogue, à travers la stabilisation, à travers la pacification, pour qu'ils puissent reconstruire une vie, reconstruire leur maison, retourner à leur quartier et envoyer leurs enfants à l'école? Comment voulez-vous parler de paix? Comment voulez-vous parler de réconciliation? Vous croyez que l'armée va régler ça? Dites-moi. Vous croyez que c'est l'armée qui va régler ça? Vous croyez que c'est la force qui va régler ça? Merci. Et les autres, c'est pour toi. Hein. D'où l'existence de cette initiative de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation, le panel qui a engagé les groupes armés, le panel dont fait partie la MINUSCA depuis la réunion de haut niveau qui s'est tenue récemment à New York en marge de l'Assemblée générale. Concernant Zemio, ce n'est pas Zemio qui est effectivement touché, ce sont deux localités, Bar. La force s'est rendue sur place dans le cadre d'une patrouille des casques bleus qui avait quitté Zemio. La zone a été complètement vidée suite à des affrontements, là encore, entre des anti-Balaka et des ex-Seleka de l'UPC. Nous sommes toujours dans ces stratégies attaque-réaction qui font que les populations sont obligées de quitter la zone. Une patrouille devait quitter Bangassou, une patrouille conjointe MINUSCA-FACA devait quitter Bangassou pour se rendre à Zemio, mais pour des raisons logistiques, le bac sur l'une des rivières avait des problèmes. Cette patrouille n'a pas pu se joindre sur place, mais nous poursuivons nos patrouilles sur cet axe qui est vide concernant Bar, effectivement. Sur Bambari, la dernière fois, si vous vous souvenez, je vous ai dit que les patrouilles FACA, MINUSCA avaient commencé dans la ville et que des éléments de l'UPC avaient commencé à tirer sur la MINUSCA. Donc, ce qui s'est passé les jours suivants correspondait à ce qui avait été annoncé. Ce matin, je l'ai dit également, on n'a pas parlé de la violation et des abus de droits de l'homme à Batangafo et à Bambari parce que les équipes de la section des droits de l'homme de la MINUSCA, en raison de ces tensions, en raison de la violence, n'avaient pas pu se rendre sur place. Ce sera quelque chose de fait et dans les prochains jours, vous aurez ces informations. Nous allons prendre d'autres questions s'il y en a. L'arbre qui parle. Et le citoyen, on reviendra vers toi. Merci, je suis Fernand Nathan du journal L'Arbre qui parle. Madame Naja, tout à l'heure, vous-même vous venez de dire que ce sont ces mêmes groupes qui ont signé les accords de paix, de cessation de hostilité, qui créent encore des problèmes, qui brûlent des villages, qui tuent. Ne pensez-vous pas que ça sont des gens qui n'ont pas de vrai visage tant qu'ils ont encore leurs armes en main? Tout à l'heure, si vous dites que si la force n'est pas une solution, moi je dis, ceux-là, ils ont toujours leurs armes en main dans leur petit coin. Même si aujourd'hui votre service vient en aide aux personnes déplacées, après, ceux-là viendront encore commettre les mêmes exactions. La solution, un peu, moi je veux dire que la force est un peu aussi une solution, soit, bon, là on ne peut plus marcher de mots, soit les tuer ou ramasser les armes entre leurs mains pour que la population civile respire au moins en paix.
ne voyez-vous pas que si ceux-là ont encore leurs armes, c'est toujours, on va toujours recommencer, on revient toujours au recommencement? Je vous remercie. Le citoyen à côté de... Merci. Je suis Odilon pour la carte du citoyen. C'est par rapport au renouvellement du mandat de la MINUSCA. Est-ce que la MINUSCA va plaider pour la levée de l'embargo sur les armes à destination de la RCA? Merci. Vous avez une dernière question, Tribune d'Info. Oui, Tribune d'Info voudrait revenir sur un élément de Madame la représentante spéciale. Adjointe. Adjointe, oui, adjointe, autant pour moi, qui parlait de l'instrumentalisation de la religion. Et elle disait aussi que elle avait discuté avec les communautés en province à propos. Moi, je voudrais vraiment mettre quiconque à défi sur ce sujet pour dire que cette histoire d'instrumentalisation de la religion est fausse. Et vous conviendrez avec moi que, dernièrement, lorsqu'on a destitué le président de l'Assemblée nationale, qui était un musulman, on a réélu un centrafricain musulman pour le remplacer. C'est une manière de démontrer à suffisance que le peuple centrafricain a cette maturité sur le plan démocratique pour absorber la cohésion sociale et tout ce que vous voulez. Mais pourquoi vous allez nous faire croire aujourd'hui qu'il y a eu instrumentalisation de la religion? Voici ma question. Merci. Ok. Alors, la coordinatrice humanitaire que je suis n'acceptera jamais qu'on tue qui que ce soit, y compris des membres de groupes armés. Hein. Je veux dire qu'on se mette, juste qu'on se mette bien d'accord sur de quoi nous discutons. Vous avez raison. Tant qu'il y a des armes qui circulent, cela effectivement complique le processus parce que celui qui a une arme a le pouvoir et a le pouvoir effectivement de menacer et a le pouvoir de tuer. D'où d'ailleurs la mise en place du programme des DRR. C'est exactement l'objectif de ça. Encore une fois, dans mes interventions, je n'ai jamais dit qu'on n'avait pas besoin de la force. Ce que j'ai dit, c'est que le recours à la force toute seule n'est pas la solution. Juste pour préciser, on a besoin de la sécurité. On a besoin d'avoir le recours à la force, mais je ne vais pas vous répéter tout ce que j'ai dit. Mais n'avoir que ça, je suis désolée, l'histoire l'a démontré, ça ne mène nulle part, y compris l'histoire de ce pays. Y compris l'histoire de ce pays d'ailleurs. Ensuite, levée de l'embargo, comme vous savez, ça c'est quelque chose qui est traité dans le cadre d'un comité bien particulier, qui a d'ailleurs visité, qui a visité d'ailleurs c'est le comité des sanctions, et qui était en mission ici en République centrafricaine. Donc la levée ou non levée, ça sera une recommandation de la part du comité et qui sera discutée au niveau du Conseil de sécurité. Donc juste aussi pour comprendre les mécanismes et que, quelle que soit la décision demain, qu'on ne revienne pas de nouveau vers la MINUSCA pour encore une fois considérer que c'est la MINUSCA qui n'a pas fait son travail. Instrumentalisation religieuse, je confirme et je maintiens. Ça ne veut pas dire que je dis que le conflit est religieux. Et c'est exactement le sens d'instrumentalisation. Oui, je suis d'accord avec vous. Et j'ai rencontré beaucoup de communautés qui n'avaient aucun problème de cohabiter et de vivre ensemble. Mais j'ai vu aussi beaucoup de groupes armés qui sont venus justement créer la zizanie en instrumentalisant ça et en essayant de monter une communauté contre l'autre. Oui, je suis d'accord que la population n'est pas comme ça. Mais non, je ne suis pas d'accord quand vous dites qu'il n'y a pas d'instrumentalisation de la religion. Et comme exemple, vous avez le cas de l'opération de la force et de la police de la MINUSCA au kilomètre 5, avec les communiqués du FPRC qui accusaient la MINUSCA d'attaquer une communauté. Récemment à Bambari, également, les communiqués des ex-Seleka FPRC, UPC et également MPC accusant la MINUSCA d'attaquer une communauté. Une manière d'instrumentaliser une partie de la population centrafricaine. Et comme l'a dit la représentante spéciale adjointe, l'impartialité était à la base
de notre mandat, du travail de chaque casque bleu déployé à Bambari et sur le terrain. Je pense qu'il n'y a plus de questions sur ce. Je tiens à vous remercier encore de votre présence, remercier les auditeurs de Guira FM. Très bonne fin de journée.